le podcast de François René. Cette émission vous est présentée par le Voyagiste de Québec et Voyage USA. Showbiz, voyage et nostalgie. De Québec, de Floride ou d'ailleurs dans le monde, voici François René. Comment ça va, mesdames et messieurs? Bienvenue à une autre du podcast de François René sur Télémag, également partout où on peut nous voir à travers le Québec. Alors, c'est une belle journée aujourd'hui, 5 février. En 54, un petit souvenir que je vous rappelle, Bruno Cocatrix ouvrait l'Olympia de Paris. Et j'y suis allé tellement souvent. J'ai fait des émissions spéciales à Paris. Je me souviens, par exemple, la première de Céline en 83. Elle faisait ce qu'on appelait la vedette américaine, en première partie de Patrick Sébastien, qui était un humoriste et un imitateur tellement populaire à l'époque. Alors, j'avais passé quasiment la semaine là avec René et Céline, Eddie Marnet, etc. Vraiment des beaux souvenirs. J'y suis retourné quelques années après avec Jean Lapointe, notre fameux Jean, humoriste, chanteur, comédien, grand acteur quand on pense à sa performance de Duplessis, qu'il a fait également. Jean avait investi 500 000 $ pour une campagne de pub, la réservation également, des salles pendant 2 semaines à l'Olympia de Paris. Et nous, on avait déplacé nos caméras et notre micro pour aller dans la loge, faire une émission spéciale avec Jean Lapointe et couvrir l'événement là-bas. Malheureusement, ça n'a pas levé vraiment. Jean a englouti cette petite fortune de 500 000 $ de pub dépensée pour rien à l'Olympia. Mais au moins, il a fait l'Olympia. D'autres Québécois ont vraiment réussi, ont marqué leur carrière par leur passage là-bas, Rock Voisine, évidemment, ou encore plus près de nous, récemment, Isabelle Boulay, qui est allée si souvent. C'est là qu'elle avait rencontré, d'ailleurs, après un spectacle de l'Olympia, son amoureux, le ministre des Sceaux, là-bas. Le fameux avocat qui a été également son chum pendant de nombreuses années. Linda Lemay, 57 fois, elle a fait l'Olympia. Robert Charlebois, il était allé dans le temps, il avait quasiment arraché les chaises, ça a fait toute une histoire. Mais en 54, quand on ouvre l'Olympia de Cocatrix, c'est Lucienne Delisle et un jeune chanteur dans la vingtaine qui s'appelle Gilbert Bécaud. Et Gilbert Bécaud a été fidèle à l'Olympia en ce sens qu'il a toujours chanté à l'Olympia, jamais ailleurs à Paris, pour rester fidèle à ce théâtre, à ce grand musical, certainement le plus grand musical de toute l'histoire du variété français, de la variété, comme on l'appelait là-bas, c'est-à-dire l'art populaire de la chanson et des spectacles. On appelle ça faire partie de variété ou de la variété française. Alors, Bécaud a toujours chanté à l'Olympia de Paris. Bruno avait pensé installer son fameux Olympia, l'enseigne, et c'est lui qui a eu l'idée des lettres rouges également, pour mettre les gens à l'affiche. Avoir ces lettres rouges sur la marquise devant la devanture de l'Olympia de Paris, c'était un grand signe de réussite. C'était quelque chose de vraiment exceptionnel à vivre. Tous les gens rêvaient, Aznavour, je me voyais déjà, rêvaient de voir un jour son nom en grosses lettres sur la marquise de l'Olympia. Serge Lama, qui passait par là avec son père, avait dit à son père, un chanteur baryton, un jour, papa, je chanterai ici, à l'Olympia. Et quand les guides touristiques de mes amis à Paris me disent, mais pourquoi tu arrêtes à l'Olympia? C'est pas touristique. Il n'y a pas de tour de Paris qui s'arrête à l'Olympia. Moi, je dis toujours, oui, pour les Québécois, c'est vraiment un endroit particulier. Et c'est vrai que quand je fais mes tours de Paris en autocar, comme je ferai au mois de septembre prochain, je mets toujours au programme un arrêt pour prendre les photos à l'Olympia de Paris, et puis tout le monde de l'autobus va sortir pour aller prendre les photos
voir les lettres rouges, voir le fameux Olympia de Paris, qui a donc commencé ses activités en 1954 avec Gilbert Bécaud et qui encore aujourd'hui, maintenant réparé, agrandi, parce qu'à l'époque, on faisait 2000 places. On a refait en 97 à l'identique l'Olympia de Paris, où on a creusé un peu même dans le sol, dans le sous-sol de Paris, pour agrandir davantage la salle. Aujourd'hui, on a rajouté encore des bancs. On l'a réagrandi une troisième fois. Elle fait 3000 places au lieu de 2000. Et il y a des shows 200 jours par année à l'Olympia de Paris. Donc, c'est vraiment important. Pour moi, visiter Paris ou le faire avec des gens, un groupe de voyageurs, il faut que je m'arrête absolument pour leur montrer le théâtre, pour toutes ces raisons. Et le fameux haut de l'Olympia, ça représente le boulevard périphérique qui contourne la ville de Paris. Bruno Cocatrix avait pensé à ça aussi. Quand il est décédé, c'est Patricia, sa fille, qui a continué. Elle a écrit un livre sur l'histoire de l'Olympia, d'ailleurs, et je l'ai rencontrée à plusieurs reprises quand j'y allais là-bas. Maintenant, tout a été vendu, ce n'est plus à la famille Cocatrix. Mais quel souvenir on garde si on a assisté un jour, comme Québécois, à un spectacle de l'Olympia de Paris. Même, il y a eu un show où des folkloristes comme Oscar Tifo, comme Denis Côté de Sainte-Christine et d'autres avaient fait une grande soirée canadienne à l'Olympia de Paris. Alors, il y en a eu des événements, beaucoup d'événements, et beaucoup de Québécois ont chanté là-bas. Et puis aussi, tous les Français qui ont eu le privilège et la chance, dans leur carrière, de chanter à l'Olympia. Alors, c'est un bel anniversaire aujourd'hui quand on pense à tout ça. Et l'Olympia de Paris demeure pour moi une visite incontournable lorsqu'on fait notre visite de Paris. Et même Gilbert Bécaud, quand il est décédé en 2001, son cortège se rendait de l'église de la Madeleine jusqu'à Père-Lachaise où il est enterré. Et le corbillard s'est arrêté. Le corps de Bécaud s'est stabilisé, chemin faisant vers le cimetière, au 28 boulevard des Capucines, devant l'Olympia de Paris, pour saluer une dernière fois le théâtre où il avait remporté tant d'honneurs si souvent de fois. Alors voilà le petit souvenir d'aujourd'hui que je voulais vous faire. Maintenant, parlons du Queen Mary. Les gens à mon bureau de Québec, chez le Voyagiste de Québec, comme on a parlé à Voyage Magazine d'une croisière New York-Québec, beaucoup de gens veulent avoir des détails sur le Queen Mary. Ce bateau absolument magnifique que nous avons proposé sur notre émission Voyage pour faire à l'automne, comme on fait chaque année depuis plusieurs années, la croisière New York-Québec. On peut la faire de Québec à New York aussi. Nous, on a choisi cette année de partir de New York et s'amener à Québec en faisant l'Est du Canada, comme Halifax, par exemple, en arrêtant à Newport pour voir les châteaux et les maisons de riches, le Rockefeller et les autres qui se sont installés non loin de New York. Et puis, on va aller dans le fjord du Saguenay également. Moi, je l'ai déjà fait. C'est formidable. Hein? J'ai fait les fjords de la Norvège. Évidemment, c'est d'une grandiosité incalculable et aucune comparaison n'est possible avec les grands fjords de la Norvège. Mais le fjord du Saguenay, vraiment, vous allez être enchanté de faire une croisière dans ce coin du Québec. Ça, c'est sûr et certain. Alors, le voyage, c'est un départ, comme dans le bon vieux temps, comme à la belle époque. On ne prend pas l'avion, on prend l'autobus. On s'en va à New York. On arrive là-bas, on s'installe à l'hôtel, on passe une nuit. Et puis, le lendemain, on fait un tour d'orientation, tant qu'à être là pour vous montrer New York. Puis, après ça, on monte à bord pour 7 nuits. Donc, c'est un voyage de 8 nuits. Une nuit à New York, soirée et nuit à New York, et puis visite un peu de la ville, et puis après ça, 7 nuits de croisière. Alors, le bateau, un vrai beau paquebot, c'est-à-dire le Queen Mary 2. Et c'est là que, ce matin, je veux parler un petit peu de ce bateau. Comme on me l'a demandé au bureau, le RMS Queen Mary 2, il est de 2003. C'est un bateau qui a été bien rénové depuis, absolument gardé
à la fine pointe, si vous voulez, de la technologie d'aujourd'hui, tout en gardant ce cachet, cette architecture intérieure, cette décoration de la belle époque. C'est british, c'est un bateau britannique, comme le Queen Mary 1, et comme le Titanic également. C'est la même compagnie que le Titanic, c'est Cunard. Donc, il ne s'agit pas ici d'un bateau genre Carnival qu'on a à Fort Lauderdale, qui est un bateau bien fun quand on est jeune, puis qu'on veut faire un gros party, puis qu'on veut emmener ben de la bière dans le jacuzzi, puis on veut profiter de la discothèque, puis des soirées, puis des orchestres jusqu'à tard la nuit, jouer au casino, bon, etc. Il y a des croisières pour ça. Celebrity, quand même, moitié-moitié. Hein? Très party et très cosy à la fois. Vous avez NCL où là, c'est freestyle. On s'organise pour avoir une croisière libre. On mange avec qui on veut, quand on veut, alors qu'on veut. Il y a de la qualité aussi à avoir une croisière comme celle-là. Et puis, il y a les croisières plus classiques, croisières traditionnelles, de la belle époque. Et c'est ça qu'on propose sur le Queen Mary. Donc, c'est un bateau qui, en 2003, était le plus grand bateau à l'époque. Pendant 8 ans, 7-8 ans, il a été le plus grand paquebot en service, jusqu'à ce que Oasis of the Sea arrive, je pense que c'est en 2009, donc 6 ans après. Et là, avec ce bateau immense de 230 000 tonnes, alors là, on a commencé à faire des bateaux, vraiment des villes flottantes, des bateaux immenses pour faire nos croisières. Mais à l'époque, pendant toutes ces années, le Queen Mary, à 158 000 tonnes, quelque chose comme ça, moins de 3 000 personnes, beaucoup de place à l'intérieur pour notre confort. Alors, quand ce navire est arrivé, l'architecture était exceptionnelle et il a été, pendant toutes ces années, le plus grand bateau du monde. Donc, c'est un navire au grand service, avec grand escalier, magnifique salle à dîner. La clientèle est un peu plus âgée, c'est plus calme sur le bateau, c'est vrai, mais c'est un bateau classique, dans le style, justement, qu'on avait à l'époque du Titanic et plus tard, le vrai bateau transatlantique. Évidemment, on l'a construit avec une aire ouverte sur la mer, parce qu'on savait qu'on ferait des croisières. Mais il est full sécurité, avec, s'il y a des tempêtes ou des mauvais vents, comme c'est un transatlantique, il part généralement de l'Europe, puis il s'en vient en Amérique. Mais il va rester l'été et l'automne aux États-Unis et faire le New York-Québec, incluant l'Est du Canada, le fjord du Saguenay et son arrêt en dessous du Château Frontenac, avec une vue, peut-être une des plus belles vues au monde quand on arrive en navire. Donc, le Queen Mary sera au quai de Québec et nous, on va aller le prendre à New York et puis faire la tournée, la croisière, avec les belles escales et profiter du navire à 100 un beau navire classique, le Queen Mary, et puis arriver à Québec finalement. Alors, si j'ai des choses à rajouter sur ce navire, la qualité du service, ça, c'est primordial. La qualité de la nourriture, qu'on n'a plus toujours aussi exceptionnelle sur les navires en général. Ça, vous l'avez encore. C'est vraiment du 5 étoiles sur le Queen Mary. Vous avez la décoration, le genre du navire. Vous avez même le thé qui est servi en fin d'après-midi, biscuits et copetis, comme en Angleterre. Il y a également un ballroom où il y a de la musique de danse conventionnelle tous les soirs. Vous avez de la belle danse de couple, comme on aime beaucoup, à la façon de Jean-Marc Généreux. Et ils ont même des gens, des hommes célibataires, qui se présentent avec leur valise le matin d'embarquement du navire. Est-ce qu'il reste des cabines disponibles? Oui, il en reste. Alors, ils montent à bord. Ils sont invités pour la croisière. Ils en choisissent 7-8. Et ces messieurs vont servir d'excellents danseurs. Ils vont servir de compagnons de danse à plusieurs dames que le mari n'aime pas danser, soit qu'elles sont seules, beaucoup de femmes seules font cette croisière en célibataire, d'autres un mari plus âgé qui n'est plus aussi alerte pour danser. Alors, il y a ces messieurs très bien habillés
qui ne sont pas des officiers, ils sont les danseurs du Queen Mary. Ils montent à bord et leur seul travail, en compensation d'une belle croisière, avec repas et boissons incluses, eh bien, ils sont disponibles, main dans le dos, et l'autre, il vous l'offre, mesdames, pour danser avec eux dans la belle grande salle de ballroom. Alors, c'est toutes des choses comme ça qui se faisaient sur les bateaux anciens que vous pouvez retrouver sur le Queen Mary 2. C'est 17 ponts. C'est un bateau de 345 mètres. Ça, c'est plus haut que la Tour Eiffel. C'est plus de 1000 pieds de long. Donc, c'est un gros navire. 148 000 tonnes, je l'ai dit, j'en ai parlé. C'est un transatlantique à la façon du Titanic, mais très solide. On n'a pas pris de chance. On l'a fait insubmersible, celui-là. Et puis, ça a été un des plus grands paquebots du monde également. C'est un peu les notes que j'ai prises. Il fait 30 nœuds. L'énergie, c'est 4 moteurs diesel avec 2 turbines à gaz. Donc, comme vous le voyez, c'est un bateau vraiment d'une très grande qualité. Et c'est surtout l'ambiance qu'on y retrouve. Les gens sont plus chics qu'une croisière ordinaire. Vous savez, récemment, je fais une croisière sur un Celebrity. J'en ai fait un autre sur un Norwegian. C'est rendu que les gens viennent manger la salle à dîner en T-shirt. Bon, c'est accepté maintenant. T-shirt un peu exagéré. Mettons en polo, chemise manche courte, jolie chemise avec un beau pantalon. Comme je suis habillé maintenant, je pourrais aller manger sur n'importe quel bateau de croisière. Actuellement, quand on vous vend une croisière sur NCL, sur Celebrity ou n'importe où, j'ai une tenue pour aller manger le soir en salle à dîner, mais pas sur le Queen Mary. Ceux qui aiment encore porter un beau veston, madame s'habiller chic et avoir l'impression de faire une sortie tous les soirs sur le navire en salle à dîner, avec après ça une soirée de danse avec un ballroom orchestra, c'est ça, le Queen Mary. Alors, ça n'a rien à voir avec les autres croisières qu'on peut offrir. Et pour garder l'ambiance, on n'a pas voulu avoir d'avion. On aurait pu prendre un vol jusqu'à New York, se rendre de l'aéroport à la gare maritime et puis faire notre belle croisière pour arriver à Québec. Mais j'ai trouvé plus charmant de partir en autobus, se rendre à New York, prendre un hôtel là-bas, dormir une nuit pour ne pas être trop fatigué. Le lendemain, on fait le petit tour de ville et puis on monte à bord et on se retrouve dans une autre époque. Mais c'est un bateau à la fois moderne et ancien. Il est intemporel, le Queen Mary 2, mais dans la tradition british des beaux grands navires transatlantiques. Alors, j'espère que ça vous a éclairé. À notre bureau de Québec, beaucoup d'appels depuis l'émission de Voyage Magazine le soir et dans différentes journées en rediffusion à Télémag. Et les gens voulaient vraiment que j'en parle. Ils ont dit peut-être qu'ils pourraient en dire un petit mot. Alors, je l'ai fait aujourd'hui. J'espère que ça va vous donner le goût d'y aller. Et je crois avoir bien expliqué pour qui ça s'adresse, cette croisière. C'est important. Si vous voulez le party tous les soirs, bien, vous allez sur un Celebrity, un NCL ou voire même un Carnival. Si vous voulez une croisière comme à la belle époque, une croisière où vous êtes bien vêtu, où vous avez le grand service à la salle à dîner, où vous avez cette architecture d'un navire intemporel, toujours à la mode, mais de style ancien avec ses grands escaliers, ses grandes salles à dîner, voilà ce qui pourrait être votre choix. Le Queen Mary 2, chez le Voyagiste de Québec, vous pouvez le réserver, avoir tous les détails sur toutes les escales que fait le navire et surtout savoir que c'est un New York-Québec en transatlantique, bateau intemporel d'une extrême qualité et à bon prix, étant donné que c'est une croisière quand même assez courte et qui va partir de New York, rester en Amérique pour terminer en bas du Château Frontenac, tout à côté de la traverse de Lévis, dans notre beau port de Québec. On va s'arrêter pour la pause, mais je veux souhaiter bon anniversaire. Il ne m'écoute pas sûrement ce matin, mais je l'ai tellement aimé, le numéro 7 au soccer, Cristiano Ronaldo. Il a 40 ans aujourd'hui, né en 85. Alors, je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Ici, en Floride, on a la chance d'aller voir Lionel Messi, qui joue du très bon soccer également avec le club de Miami, mais
Cristiano avec Messi, c'est mes deux préférés. Ce sont deux grands joueurs de football. Il y en a eu d'autres, mais ces deux-là en particulier. Alors, c'est son anniversaire aujourd'hui. 40 ans. Et puis Charlotte Rampling, la comédienne anglaise, mais qui a fait une belle carrière également aux États-Unis et en France. Elle a 78 ans. Monsieur Christopher Plummer, un grand monsieur des comédies musicales, et il était le baron Von Trapp dans sa jeunesse, La Mélodie du bonheur. Alors, c'est la journée de sa mort aujourd'hui. Il est décédé un 5 février en 21, suite un peu à des problèmes pulmonaires pendant la fin de la pandémie. Et pendant la pandémie, un autre vieil acteur, mais qu'on a beaucoup connu, qui a fait des films extraordinaires à l'époque, Kirk Douglas, qui avait été emporté lui aussi pendant cette fameuse pandémie qu'on a dû vivre à l'époque. Et aujourd'hui, on avait créé un 5 février un nouveau film italien qui a gagné plein de prix. C'est le plus grand film de Fellini, Federico Fellini, qui est le grand cinéaste italien. C'est le fameux film tourné en 1960 qui est sorti un 5 février comme aujourd'hui. Alors, comme vous voyez, il s'est passé beaucoup de choses en cette journée d'aujourd'hui. Et on va en parler au cours de l'émission. Et de la Floride, et puis de l'humour également, puisque après la pause, notre invité sera un gars de radio, un gars de télé et un gars de spectacle qui s'en vient ici en Floride pour donner son show au Frenchies. C'est Dominique Paquette. Tout de suite après la pause, il est notre prochain invité. On poursuit l'émission avec un humoriste. On l'a vu dans le film aussi de Véro, dans le temps des fêtes, le Cyclone. La Maison Bleue, ça c'est les séries, les films, mais toute une série de spectacles. C'est son 4e série de shows. Il est vendu dans les 250 000 billets. Alors, Dominique Paquette est avec nous. Bonjour, Monsieur Paquette. Salut, ça va bien? Tu travailles fort, tu n'arrêtes pas. Les spectacles, les tournées, films, séries de télévision, comme je l'ai dit. Mais quand ça va bien, puis c'est bien le fun de faire le métier. Oui, ben c'est sûr, d'arriver à faire un spectacle et d'avoir des salles pleines, je veux pas, je me considère très chanceux, puis j'ai vécu l'envers de la médaille dans mes débuts. Mes 2 premiers one-man shows, c'était plus difficile, tu sais, fait que c'est certain que je l'apprécie, je le savoure au bout, puis surtout avec l'économie qu'on a de nos jours, puis tout ça, c'est sûr que c'est pas évident, fait que de vendre bien comme ça, je l'apprécie beaucoup, puis je pense que ça veut dire que le bouche-oreille du spectacle se fait bien. Tu sais, là, on est dans les derniers milles du show, là, on finit la tournée en juin, si je me souviens bien, fait que on va se rendre à 250 000 billets puis tout ça. Fait que je suis extrêmement content. Je suis déjà en écriture du prochain. Là. Je commence. Là. Je mentionnais 250 000 billets vendus. Hey, c'est quelque chose quand même de ta tournée. Oui. On est en fin de tournée comme ça. Honnêtement, d'habitude, une tournée qui se termine, on ne remplit pas nos salles parce que ça veut dire qu'on est en fin de tournée. Les gens ont vu le show et tout ça. Puis non, même quand je pense honnêtement, on aurait pu continuer une autre année, mais la tournée a commencé en... La tournée a commencé en 2021, mais officiellement, c'est 2022 parce qu'avec la pandémie et tout ça, tout est arrêté. Puis moi, j'ai toujours en tête les gens qui ont vu la tournée en début de tournée, qui ont vu le show il y a 3-4 ans. Le temps que je sorte le prochain, ça va prendre une autre année. Après ça, le temps que je me rende dans le ville, ça peut prendre 1 an et demi, 2 ans peut-être. Fait que ça va faire 5, des fois 6 ans qui n'ont pas vu quelque chose de nouveau de moi, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que pas qu'on tire la plug, mais on arrête la tournée là, puis on ne l'étire pas plus qu'il faut. Mais pas plus qu'on a fait déjà, parce que je veux quand même écrire du nouveau matériel, puis arriver avec du nouveau matériel pour Ah oui, je comprends. Avec tout ce que tu fais dans le métier, tu travailles tellement, ton émission de radio de chaque semaine, avec, je parlais du film, de la série, de ta tournée de spectacle. Tu me sembles un gars bien organisé. Les bureaux m'organisent. Ils sont bons pour régler mon horaire. Puis, tu sais, moi, en plus, j'ai tellement bûché dans mes débuts que je suis une personne qui a de la misère à dire non à quelque chose, tu sais. Ah oui. C'est le bureau, des fois, qu'il faut qu'ils m'arrêtent et qu'ils me disent ouais, mais c'est parce que, tu sais,
Parce que souvent, ils vont me parler d'affaires, puis ça va être dans 6 mois, tu sais. Fait que moi, dans 6 mois, c'est comme, bon, ouais, go. Puis après ça, ils vont arriver, ils vont me dire, ouais, mais non, mais c'est parce que, tu sais, dans 6 mois, autour de cette date-là, là, t'as ça. Fait que, tu sais, t'es sûr que tu veux faire ça? Là, je suis comme, Oui. OK, là, peut-être, là, tu sais, peut-être qu'on pourrait se retirer de ça, puis, mais c'est mon côté insécure, c'est mon côté de gars qui a bûché longtemps dans les débuts, puis que ça prenait du temps avant que ça. Tu sais, je vivais de ça, mais avant que ça perce vraiment. Fait que j'ai comme toujours ça dans le derrière la tête. Puis je suis travaillant aussi. Je travaille depuis l'âge de 10 ans, tu sais. Fait que. Ah oui. Ouais, fait que je pense que je suis un travaillant, tu sais. Je peux procrastiner un peu. Je travaille sous pression, mettons, Ouais. mais je suis travaillant, je pense. Tu as fait l'école de l'humour en 98. Tu as voulu être humoriste, tu as bien réussi ta vie et ta carrière, en tout cas jusqu'à maintenant, il faut le dire. Mais est-ce que c'est un rêve d'adolescent? Tu voulais-tu être un comique, toi, déjà à 10-12 ans? Oui, ben pour vrai, l'humour, ça m'intéresse depuis justement à 10 ans. Je me souviens, je pense que c'était à 10 ans que j'avais vu au bulletin de nouvelles de TVA le soir. Il montrait un extrait d'André-Philippe Gagnon qui avait passé au Tonight Show de Johnny Carson le soir avant. Puis, ça m'avait marqué de voir que, tu sais, André-Philippe, il avait fait son hit à Juste pour rire de We Are the World. Puis après ça, il est allé le faire à Johnny Carson. Puis il y avait eu le Oui. wave de Johnny Carson pour aller s'asseoir avec lui puis parler avec. Ça voulait dire que Johnny Carson, il avait trippé sur toi pas mal, là, tu sais. Fait que ça m'avait marqué ça. Puis étant une personne timide, moi, plus jeune, je le suis encore un peu, mais moins qu'avant. Mais ben, j'allais chercher mes amis, je me faisais avec l'humour. Tu sais. L'humour m'a comme a comme été une béquille, mais une béquille positive. Là. Tu sais, c'est ça qui m'a aidé à faire des amis, à me déjeuner dans des endroits. Quand les personnes riaient de mes affaires, ben ça créait un lien, puis ça faisait que j'étais moins gêné après, puis qu'on devenait des amis. Là, tu sais. Mais c'est quand même surprenant, à 10-12 ans, un gars très timide, comme tu dis, l'avoir été, et aujourd'hui, des salles pleines, de la radio, de la télévision, des gens devant soi, en spectacle, même des festivals que tu as pu faire ou quoi que ce soit. Et puis là, tu retrouves la vigueur et puis la force de faire ce métier-là, même si tu as été si timide plus jeune. Les personnalités d'humoriste, il y a comme deux catégories. Tu sais, t'as l'humoriste qui était un peu plus réservé, timide, mais que entre amis ou sur une scène, il devient le comique qui est, là, tu sais. Puis Oui. je pense que tu as le comique, celui qui était pas le tannant de la classe, mais le dégêné de la classe. Là. Celui qui aimait ça Ouais. aller faire un exposé oral, puis qu'il parlait fort, puis qu'il faisait rire tout le monde, puis que le kid, tu sais. Je pense qu'il y a ces deux genres tu sais, il y a de tout, là, mais souvent, je parle à des humoristes, puis tu sais, c'était pas toujours le comique de la classe. Là. Oui, oui, Tu sais, un c'est gars ça. comme Jean-Thomas Jobin, il était plus réservé. Là. C'était pas le gars qui. Je Mais un comprends. gars comme Philippe Laprise, c'était le gars qui sautait partout. Puis J'aime bien ce que tu fais. À la semaine prochaine, ça fait peut-être 11 ou 12 ans que tu es là, avec Pierre Verville, qui est un imitateur. Toi, qui n'est pas vraiment imitateur, mais c'est très bien ce que tu fais avec tes personnages. Vous vous complétez très bien, tous les deux, Pierre Verville et toi, et toute l'équipe. je pense que c'est la 17e saison, puis moi, c'est ma 12e ou 13e. Je suis là depuis 2010, je me souviens bien. Fait que c'est ou 2011, fait que c'est ma 12-13e, là, quelque chose comme ça. Là. On arrive le jeudi, on fait une lecture dans la journée, on répète les chansons en après-midi, on répète les sketchs en après-midi, les bruitages, tout ça, le timing de tout ça. Puis avant, on tournait devant public à tous les jeudis le soir. On commençait à tourner, mettons, à 6 heures, puis on finissait à 7h15 environ. Puis maintenant, avec la nouvelle formule, on n'est pas toujours devant public maintenant. On fait des formules studio maintenant. Fait que ça dépend des semaines. Mais c'est sensiblement, c'est toujours le jeudi. Parce qu'il faut le donner le temps, parce qu'on tourne plus de sketchs qu'on entend à la radio, puis on fait des coupures des fois dans des sketchs, puis tout ça. Ce qui fait que le vendredi, ils font un genre de montage de ça, puis le samedi, ça se ramasse en ondes à 11h le samedi, puis en reprise à 16h le dimanche. Puis le côté télé, c'est vraiment juste une fois par année dans à l'année prochaine, là, qui n'a pas eu lieu cette année parce que
Radio-Canada a fait des changements, là. Mais c'est ça. Fait que, ouais. Alors, mon cher Dominique, la Floride t'attend. On sera là avec plaisir au Frenchies qui a tout été rénové, une belle salle, un beau bar. Je suis allé récemment voir Michael Rancourt, ça a été super. Alors, on t'attend 23-24 février, 2 soirs, au Frenchies, ton retour en Floride. Oui, j'ai hâte de voir ça, ben oui. Merci, Dominique. On sera là pour te voir. Merci d'avoir pris le temps, même si tu es très occupé, d'avoir participé à notre émission du podcast. Et puis, on t'attend évidemment au Frenchies dans quelques semaines, au mois de février, 23 et 24 février. On s'arrête là-dessus, mesdames, messieurs. On vous retrouve dans un moment. On va parler cette fois-là de la Floride en général avec la rédactrice en chef du soleil de la Floride et l'actuelle discussion qui n'en finit plus autour de l'immobilier et des snowbirds qui pourraient partir de la Floride à ce qu'on dit au Québec, mais c'est pas du tout ce qu'on pense ici en Floride. On poursuit l'émission. Je vous avais parlé hier du soleil de la Floride. On avait mentionné que c'était un journal qui offrait beaucoup d'informations de toutes sortes. D'abord, du contenu et puis également des informations pratico-pratiques là, pour les snowbirds, pour vous qui arrivez en Floride. Alors aujourd'hui, on a invité la directrice du Soleil de la Floride, rédactrice en chef également, Sandra Belzile, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Sandra, bravo pour votre journal. Merci. On est très heureux d'être associés avec vous dans ce journal. On a même la page arrière en toute beauté et puis d'autres à l'intérieur, même un excellent article que vous nous avez fait également. Puis je trouvais intéressant de vous faire connaître davantage à la population. Évidemment, les gens de la Floride vous connaissent bien. Oui, en général, les gens connaissent le soleil de la Floride. Ça fait quand même, c'est la 42e année. 32e. C'est quand même connu. Et puis, les gens en ont besoin encore. C'est intéressant de voir l'intérêt pour le soleil de la Floride toujours. Parce qu'il y a la formule, évidemment, traditionnelle papier, comme je tiens en main actuellement, que les gens peuvent retrouver un peu partout en Floride, dans différents kiosques, surtout où il y a des Québécois, parce que c'est tout en français, évidemment. Mais vous avez également une version digitale. Oui, la version digitale qui est distribuée là, à plus de 100 000 abonnés. Donc ça, c'est quand même, on va chercher plus loin que seulement, par exemple, au sud-est de l'État avec l'édition papier qui va aussi à Naples. Mais sinon, pour le restant de la Floride, et quand les gens... Au nord, par exemple? Plus au nord. Au sud ou à l'ouest? Ou à l'ouest. Pourquoi pas, oui. Ou à l'ouest de l'État. Et puis quand les gens retournent au Québec aussi, ou en France, ou dans leur lieu d'origine, ils peuvent continuer de nous suivre parce que là tombe souvent la saison, arrive la saison des ouragans en juin jusqu'à ce que les gens reviennent. Alors, c'est sûr que de se tenir informé sur qu'est-ce qui se passe en Floride vraiment durant tout ce temps-là aussi, c'est intéressant pour eux de pouvoir le faire de la maison à l'écran. À l'écran, oui. Ici, c'est votre dernier numéro, celui de ce mois-ci. Là, on est au premier jour de février maintenant. Et en tant que je veux m'adresser à la rédactrice en chef parce que vous avez un beau contenu. Vraiment des articles fouillés, des articles de fond. Très bons journalistes également qui travaillent avec vous. Ça fait partie de la tradition du Soleil de la Floride. Oui, c'est super important de pouvoir donner de l'information qui est vraiment pertinente pour les gens qui visitent, qui investissent ou qui viennent comme snowbird en Floride en termes de loi, en termes de... On sait que les lois changent régulièrement. Au niveau de l'immobilier, il y a tellement de choses qui bougent continuellement. Alors, c'est important de tenir les gens informés de ça. Aussi, de tout ce qui se passe en termes d'activités. Il y a toujours des nouveautés en Floride. Il y a toujours, évidemment, donc les attractions, parce que les gens, ils viennent, oui, pour les plages, mais la Floride représente beaucoup plus que les plages. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir les renseigner sur tous les sujets d'actualité qui peuvent vraiment être d'intérêt pour eux, s'il y a des changements au niveau des avions, des trucs
tout ce qui se passe. Hein. Alors, et c'est pour ça aussi qu'on va chercher des collaborateurs différents, parce que ces collaborateurs qui travaillent avec nous, bien, ils nous apportent des couleurs différentes aussi, et on s'assure que le contenu va vraiment toujours être d'intérêt pour notre lectorat. Oui. C'est vrai que vous avez de bons collaborateurs. On a reçu cette émission Flora. Oui, une de vos journalistes qui Mm-hmm. avait écrit un très bon papier sur l'autre numéro concernant Cap Canaveral et la NASA qui se porte très bien et qui sera encore mieux en 2025. Et sur ce numéro de février, vous parlez de l'eau. Oui. On a l'impression qu'il y a de l'eau partout en Floride, mais il faut y faire attention même ici. Exactement. L'article est très, très bon aussi. Oui, c'est ça. Et puis, c'est intéressant de voir qu'il y a que malgré des pratiques parfois un peu plus conservatrices au niveau politique, il y a quand même des mouvements qui se passent pour la protection des eaux au niveau de l'environnement et tout ça. Puis c'est vraiment important au niveau des Everglades, tous les plans d'eau, hein, vous savez, ça fait partie vraiment de la Floride, autant de l'eau douce et salée ou celle entre les deux. Là. Donc, alors... Ça, c'est intéressant ce que vous dites. On n'a pas l'impression, quand on vient de l'extérieur, qu'il y a autre chose que de l'eau salée. C'est très important au niveau de la protection des Everglades aussi, donc qui fournit en eau une grande partie des Floridiens. Alors, c'est super intéressant d'être au courant de toutes ces choses-là. Et ça nous fait voir un portrait plus global en fait, de la Floride. Et puis, il y a évidemment la page pour les jeux, l'horoscope, les trucs légers, et la portion commerciale importante, à savoir se trouver un bon restaurant, où est-ce qu'on peut se loger, quelles sont les autres activités qui sont proposées. Vous avez des agents, la médecine d'abord, des cliniques privées qui s'annoncent, tous les services qu'on peut avoir besoin lorsqu'on est en Floride. Oui, exactement. Et puis, c'est important de pouvoir consulter nos parutions parce que, justement, il y a des services variés. Et puis, ces gens-là, quand on consomme de leurs services, comme le vôtre, par exemple. Donc, ça encourage à continuer d'améliorer nos publications, de continuer de donner de l'information, de pouvoir livrer un contenu en continu. Et puis, on a, par exemple, des agents immobiliers. On sait que le marché immobilier en Floride est très important auprès des Canadiens, des Québécois. Et puis, on a vraiment des experts qui sont là pour pouvoir accompagner dans les transactions, que ce soit pour vendre ou acheter, louer. Donc, c'est vraiment très intéressant de pouvoir avoir cet accès à toutes ces ressources qui permettent aussi au soleil de pouvoir poursuivre, mais en même temps qui continuent de bien servir les lecteurs qui viennent ici en Floride. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a le Soleil de la Floride, format papier et digital. J'ai également l'Accès Floride, parce que c'est la même compagnie, c'est vous également, qui est pour utiliser ce guide qui est très, très pratique quand on arrive en Floride. Il faut l'avoir là, si vous arrivez pour la première fois ou vous connaissez moins Accès Floride. Là, vraiment, c'est le guide absolument nécessaire. Il est là disponible pour les 6 mois principaux de l'année. Hein? Oui, il est distribué tout au long de l'année. Tout au long de l'année. À partir du moment où il est distribué, c'est à la fin octobre. Oui. Pour l'édition qui s'en vient, là, par exemple. Comme là, on a 2025 qui a été publié en octobre, à la fin octobre 2024, et puis qui va être distribué là, tout l'été aussi. Ensuite, on va avoir notre édition 2026 à la fin octobre de cette année. Et puis, chaque année, on tente toujours d'améliorer encore une fois le contenu en termes de cartes, en termes d'informations, des informations qui sont pertinentes, qu'on peut... Puis ce qui est intéressant avec ce guide, c'est qu'on peut le traîner avec soi dans un sac. Il est accessible en ligne également. Et puis, il contient, vous voyez combien il y a d'agents immobiliers, encore une fois. C'est vraiment un guide touristique et pratique pour notre vie de tous les jours en Floride. Oui, puis il est divisé par région. Alors, il est divisé du nord-est en passant par le centre, allant jusqu'au sud-est,
puis jusque dans les Florida Keys, Oui. pour remonter vers la côte ouest, sud-ouest et nord-ouest. Donc, en fait, c'est comme si on peut suivre durant le trajet, quand les gens s'en viennent, s'ils veulent arrêter à Jacksonville, s'ils arrivent en Saint-Augustine, voiture, exactement, s'ils descendent en voiture, ils peuvent savoir où aller. Et s'ils sont ici, par exemple, du côté sud-est et qu'ils ont le goût d'aller faire un petit voyage sur la côte ouest, bien, ils peuvent juste aller vérifier, bon, mais dans la côte ouest, qu'est-ce qu'il y a à faire dans la région de Sainte-Pete, par exemple. Et puis, ils peuvent trouver des informations à ce niveau-là. Puis des choses pratiques, là, les numéros de médecins, d'hôpitaux, de centres de services et tout ça. C'est vraiment absolument nécessaire de l'avoir à la maison, votre guide Accès Floride. Et comme si ce n'était pas assez, vous avez un nouveau bébé cette année. Oui. Vous avez une nouvelle production. Oui, ça a commencé en septembre et c'est une parution numérique seulement. Oui. Et c'est le nouveau magazine immobilier de Floride qu'on appelle MIF. Magazine immobilier de Floride. Oui, d'accord. Le MIF. Alors, le MIF, on y retrouve donc des propriétés à vendre, des propriétés à louer, qu'est-ce que... Oui, exactement. On retrouve des deux. Et puis, on retrouve par propriété, une page par propriété. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve 4 photos de la propriété avec la description en termes d'adresse, superficie et puis grandeur si c'est 2 chambres, 2 salles de bain, par exemple. Et puis, on a la photo de l'agent, ses informations. Donc, facile de les contacter. Ce sont tous des agents qui parlent français. Donc, c'est vraiment intéressant. Et c'est justement Flore qui est en charge, qui est responsable du MIF. Oui. Et puis, dans le fond, elle écrit aussi un article. Donc, quand on ouvre le MIF, on retrouve une introduction sur l'immobilier parce que c'est tellement en continuel changement ici en Floride. Et puis, ensuite de ça, on trouve un article qui est à propos pour le mois. Et ensuite de ça, on trouve toutes les inscriptions des agents. Donc, comme je disais, une page par inscription. Et puis, ce magazine est publié une fois par mois. À chaque mois. Alors là, on sort la 6e édition, donc pour février. Ces jours-ci, pour février. C'est ça. Bon, parlons-en un petit peu. Je trouve qu'il y a la désinformation au Québec actuellement, puisqu'on parle d'immobilier. On fait peur aux gens un peu. Oui. Parce que moi, j'ai des amis, les gens me disent, mais tout le monde, tu dois être le seul là-bas, là, comme s'il n'y avait plus de monde de Québécois en Floride. Ça se dit beaucoup sur les médias au Québec. Alors moi, je veux en profiter, vous êtes là, vous parlez du MIF, justement, votre magazine. C'est encore florissant et il y a encore plein de Québécois ici. Oui. Et c'est pas vrai que tout le monde veut tout vendre ce qu'il possède. Non, pas du tout. Puis les gens qui sont intéressés à lire en page 4 de cette publication-là, mon éditorial porte sur ce sujet. Okay. J'ai contacté des agents immobiliers qui annoncent dans nos pages et en effet, il y a un mouvement de vente et d'achat continuel ici. Bien, c'est ça le titre de votre éditorial, un marché en constante évolution ou un marché en changement constant. Oui. Et puis, depuis les années 70 que les Québécois viennent en Floride, et depuis ce temps-là, on a traversé bien des crises de toutes sortes, incluant la pandémie, incluant la crise immobilière en 2008. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Il y en a pour qui, lorsqu'il y a une crise, c'est une occasion d'investir. Il y en a pour d'autres que c'est le temps de vendre, mais ça ne veut pas dire que la raison est la crise en elle-même. Parfois, c'est l'âge qui fait que, bon, les assurances deviennent plus élevées. Il y a parfois d'autres raisons qui sont derrière. Une clientèle vieillissante. Exactement. Ça va depuis longtemps. Ça a toujours été, ça va continuer ainsi. Et les plus jeunes recommencent, par contre. Exactement. Donc, il y a des gens de 55, 60 qu'on a reçus ici à l'agence, qui Mm-hmm. arrivent en Floride depuis une année ou deux, puis qui s'installent. Là. Exactement. Donc, ça continue. C'est un roulement qui continue. Et puis, pour avoir parlé, j'ai consulté 3 agents immobiliers parce que je m'étais fait demander au Québec, justement, parce qu'il y avait eu un gros dossier qui avait été publié concernant... on en parle de façon défavorable au Québec. Oui, exactement. Et non, les 3 agents immobiliers à qui j'ai
j'ai parlé, les trois ont eu le même discours. La crise n'est pas en Floride. Donc, et puis, les Québécois continuent d'acheter. Oui, il y en a qui vendent, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que, bon, le taux de change est trop élevé. Oui, c'est vrai que le taux de change est élevé. Les assurances Oui, il y a des craintes. il y a des choses. Oui, on le il y a sait. des craintes au niveau politique. Il y a bien des choses. Mais la Floride étant tellement spectaculaire pour y vivre que ça vaut la peine de vivre ici, malgré ses inconvénients. Malgré tout. Et puis, il faut savoir aussi la diversité du marché immobilier. Parce qu'il n'y a pas juste des propriétés en bord de mer où ça va coûter 1 000 1 500 de frais de condo par mois. Là. Il y a d'autres propriétés aussi qui existent. On peut être à 20 minutes de la plage et profiter pleinement aussi de la Floride. Exactement. Donc, il y a une grande variété. Les communautés 55 ans et plus aussi qui permettent de pouvoir acheter à moins cher. Donc, il y a vraiment une possibilité de continuer d'investir en Floride. Et puis... non, le mouvement n'est pas que tout le monde vend et disparaît. Là. C'est pas alarmant, contrairement à ce qu'on vous dit des fois sur d'autres médias au Québec. Mais moi, je voulais prendre le temps d'en parler. Je suis content d'avoir abordé avec vous le sujet, d'abord parce que vous le connaissez bien, vous avez écrit sur le sujet, vous vous êtes informé, puis c'est la confirmation que c'est pas tout le monde qui a décidé de vendre, et puis il y a plein de monde qui arrive des nouveaux également en Floride. Oui. Alors, que vous arriviez... Maintenant, ou que vous soyez un snowbird habitué, l'accès Floride, toujours important pour vous, à garder à la maison, dans le sac à main, dans la voiture, parce qu'il y a toutes sortes d'informations qui peuvent vous servir tous les jours. Il y a MIF, votre nouveau magazine digital qui, justement, s'intéresse à l'immobilier, puis Notre Soleil de la Floride, qu'on retrouve un peu partout, avec des articles, du contenu, dont vous êtes la directrice et la rédactrice en chef, et puis également une portion commerciale, comme nous, le Voyagiste de Québec, ou Voyagiste USA. On est là chaque mois et on est très content d'être là parce qu'on a un immense succès avec une réaction instantanée quand vous sortez votre numéro. Bon, bien, on vous est pouvez le vraiment dire, contents. et on le dit en public. C'est une belle association que d'être avec le soleil. Alors, merci d'être venue, Sandra. C'était très agréable. Merci. Et en plus, je suis content d'avoir abordé le sujet parce que on en entend beaucoup parler des gens qui arrivent du Québec, qui ont cette peur, cette crainte de croire que la Floride n'est plus accessible pour les Québécois, alors que on est très heureux ici. On en a de plus en plus, même s'il y en a quelques-uns plus vieux qui s'en vont. Les jeunes arrivent et ça continue. Oui. Vous êtes là depuis combien de temps? Ça fait 10 ans. Ça va faire 10 ans au printemps. Mais vous, c'est à l'année, évidemment. Vous êtes une Américaine maintenant. Oui, oui. OK. Oui. Bien, merci de votre visite dans notre studio. Merci de votre collaboration avec Le Soleil et toutes vos publications. Et puis, on se retrouvera avec peut-être un autre journaliste de votre équipe ou vous-même, vous passerez nous voir pour donner d'autres nouvelles à nos téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Au plaisir. Sandra Belzile, qui est la rédactrice en chef du journal Le Soleil de la Floride. On va faire une pause, mesdames, messieurs, et puis j'ai encore des choses à vous communiquer. Restez là, c'est loin d'être terminé. On vous retrouve dans un moment. En terminant cette émission, évidemment, 5 février, il y a 100 ans, en 1925, c'était les premiers Jeux olympiques d'hiver. Où avaient-ils lieu? À Chamonix, en France. Ou Chamonix, comme disent les boys, quand vous regardez le film des boys, le fameux film culte québécois, les joueurs de hockey, la Ligue de garage, vous vous souvenez, avec Marc Messier qui était là-dedans, bien sûr, Michel Barrette, et puis Stan, le coach, qui était Rémi Girard, le défunt et regretté Paul Hood, qui était le gardien de but, enfin, les boys. Ça a été très fort. Et ils se retrouvent à aller jouer sur l'international. Ils vont rencontrer une équipe de Français dans un tournoi à Chamonix. Mais ils appellent ça Chamonix dans le temps. Alors, c'est un souvenir que j'ai comme ça du film des Boys. Et j'y suis allé, bon an, mal an, je vous dirais une dizaine de fois, minimum, à plus encore, à Chamonix. Parce que
je faisais France, Italie, Suisse, que j'ai fait une bonne dizaine de fois, qui passait par Genève et par Chamonix. Hein? On arrivait à Lyon, puis on continuait jusqu'en Suisse et en Italie. On a fait ça pendant des dizaines de fois, même à l'époque, je me souviens des années 90 chez Laurier du Vallon. Bon. Ensuite, je l'ai refait plus tard, il y a peut-être une dizaine d'années. Et quand on allait en Suisse, autant à l'époque d'Alain Morisot des années 90 que récemment, comme l'an passé, l'autre année avant, etc., quand on va à Morzine, on va toujours à Genève et on fait Gruyère, on fait également Évian, on va à Ivoire, on va à Lucerne, oui. Nous allons à Lausanne également, bon, tous ces coins-là, et toujours à Chamonix. Donc, je peux mettre plusieurs voyages, peut-être 5 en Suisse, à part des autres, France, Italie, Suisse, et toujours, Chamonix, c'est un punch. C'est un endroit qu'il ne faut pas manquer. Alors, c'est pour ça qu'on y va. Pourquoi Chamonix est si populaire? Eh bien, c'est à cause, justement, en rapport avec la date d'aujourd'hui, du 5 février 1925, c'est-à-dire il y a exactement 100 ans aujourd'hui, c'était l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Chamonix, dans les Alpes françaises. Et Chamonix s'est fait vraiment connaître, là. Oui, on savait qu'il y avait cette station de ski, j'imagine, à l'époque, puisqu'on y a fait les Jeux olympiques, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y avait une belle montagne, il y avait de l'ambiance, il y avait déjà du monde. Mais la terre entière a connu Chamonix à ce moment-là. Et en plus, c'était les premiers Jeux d'hiver. Il y avait eu ceux de 1894, ou 1896 peut-être, quand on a repris les Jeux olympiques de l'ère moderne, parce qu'avant ça, c'était 300 ans avant Jésus-Christ. Évidemment, lorsqu'on visite l'Olympe, quand on fait nos visites dans les îles grecques, on arrête les croisières très souvent à Olympie, l'Olympe. Et sur le mont de l'Olympe, il y a un stade naturel qui était là, et c'est là qu'avaient lieu les premiers Jeux olympiques d'été, les Jeux olympiques, comme on les a connus. Donc, ça date d'il y a très longtemps, plus de 2000 ans. Ça s'est arrêté au fil des siècles, bien sûr, et c'est Coubertin, François de Coubertin, qui va à nouveau revenir avec l'idée de bâtir un stade en Grèce et de refaire des Jeux olympiques modernes. C'est pour ça que quand il y a des Jeux olympiques et que les athlètes sont présentés dans le stade, la première langue qui les présente, c'est le français, à cause de Coubertin et à cause de lui qui a été le créateur, si vous voulez, du retour des Jeux olympiques de l'ère moderne. Alors, voilà. Et puis, il y en a toujours, comme à Paris l'été dernier, comme en 1976. On s'en souviendra tous de Montréal et de nos Jeux olympiques avec Nadia Comaneci, qui en a été la princesse, l'athlète par excellence, on s'en souviendra aussi. Et puis, donc, 1896, retour des Jeux olympiques en Grèce, et ça ne s'est jamais arrêté, sauf peut-être une fois pendant la guerre. Et puis, Chamonix, donc une trentaine d'années, un peu plus après, en 1925, on va créer les Jeux olympiques d'hiver, qu'on a presque eu à Québec. 2008, on pensait bien, ou 2002 même. Il y avait une grosse cabale avec Jean-Paul Lallier à l'époque, puis on croyait que Québec pouvait obtenir les Jeux olympiques. On les a perdus, les Jeux olympiques d'hiver. On ne les a jamais obtenus. C'est Salt Lake City qui les a fait. Ça, c'est une grande déception pour nous, Québécois. En tout cas, tout ça pour vous dire, en terminant, que c'est aujourd'hui le 100e anniversaire des Jeux olympiques d'hiver qu'on aurait pu avoir à Québec, mais qu'on n'a pas eu, mais qu'ils ont eu lieu à Chamonix, comme je viens de l'expliquer. Là-dessus, je vais vous dire au revoir, mesdames, messieurs. J'en ai assez dit pour aujourd'hui. J'espère cependant que ça vous a plu et que vous serez à mon rendez-vous demain pour un autre podcast de François René. Au revoir tout le monde. Merci à Stéphanie qui a réalisé l'émission. À vous tous, Télémag d'avoir été là, mesdames, messieurs. À demain.
émission vous a été présentée par le Voyagiste de Québec et Voyagiste USA.